ces styles qui normalement ne peuvent pas encadrer les paquis, les noirs et autres qui dansaient avec des blacks, avec des rastas, avec des punks, et tout ça sans une touche d'agressivité, au contraire que des sourires partout, quoi. Et l'arrivée de cette musique vient d'un mélange de genres. C'est super simple. C'est très très clair. C'était un mélange de tout. Tout le monde se retrouvait dans les fêtes. Des gens venaient du rock, du hip-hop, du reggae, de la house. On s'en foutait. Soudain, ton origine n'avait plus d'importance. D'où que tu viennes, tu étais accepté. Et pendant un court instant, tous les masques que nous mettions en avant et derrière lesquels nous nous cachions du genre « je suis ci, je suis ça » sont tout simplement tombés. Tu étais au milieu d'une fête et on venait vers toi pour te dire « je t'aime, écoute, éveille-toi ». Il n'y avait pas de barrière à cette époque. Les choses se faisaient librement, gratuitement. Certes, il y avait des choses qui se monnayaient, mais nous, on s'en foutait. Ça ne nous intéressait pas, ça n'avait aucune importance. On est passé en l'espace de 3 mois à un public spécialisé, black, qui sortait pour écouter de la house music, qui avait une façon de danser spécifique. Mais c'était un noyau, un noyau de 2000 personnes à Manchester. Donc on est passé de 2000 personnes à 30, 40, 50, 100 000, 200 000 personnes en l'espace de 3 mois. Je ne sais pas si tu t'imagines du truc. Ça a été extrêmement rapide, ça a été un réel raz-de-marée. À la fin des années 80, je pense qu'il y a eu une réelle prise de conscience. La musique électronique avait besoin de trouver sa place. Elle ne créait pas de mélodies et de chansons comme ça se faisait avant. Elle avait besoin de créer son propre son. Elle avait besoin de se détacher, de trouver son propre mode d'expression. C'est pourquoi l'acid house a été si puissante à son arrivée, car elle a révolutionné toute la façon qu'on avait d'appréhender la musique jusqu'alors, et nous a éloignés des chansons pop, pour nous plonger dans cette sorte de transcendance, où le mix ne s'arrête jamais. Peu importe si la house music allait de pair avec les nouvelles drogues qui circulaient. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être le destin. Mais c'est vrai qu'à cette époque, il y avait une vraie révolution dans la musique. Il y en a eu une aussi avec l'apparition de nouvelles drogues. Ce mouvement-là, il a été, sociologiquement, il a été énorme en Angleterre. Il a été d'autant plus énorme que tout de suite, il a été mis au banc par les médias, mis au banc par la société, et il a été les courses-poursuites avec la police pour interdire ces grandes soirées estivales ont démarré. Donc il y a une... L'un a servi à catalyser le potentiel de l'autre. Le fait qu'on soit réprimé, ben évidemment, dans ces cas-là, on est 10 fois plus revendicatif et on est 10 fois plus actif. Donc la grande explosion qui fédère énormément de monde, c'est vraiment 88-89. C'était total hors la loi, c'était complètement hors la loi. Entre les flics et les organisateurs de rêves, c'était à mourir de rire. C'était super drôle. Où là, les flics ont commencé à organiser des fausses rave parties. Donc quand les mecs arrivaient dans les champs, ah ben non, il n'y a pas de soirée, allez vous faire foutre. Et puis après, les organisateurs envoyaient des flyers aux flics en leur disant voilà, il y a une rave dans tel endroit, alors que les mecs les organisaient à 10 km autre part. C'était un vrai jeu, quoi. C'était un vrai jeu, c'était super drôle. La police, ravie dans un premier temps de voir les méchants hooligans se transformer en doux rêveurs, semble débordée par le phénomène des raves. Elle ne sait plus comment réagir.
d'autant que les organisateurs invoquent une ancienne coutume anglaise pour justifier la tenue de grands rassemblements techno. Une des choses intéressantes en Angleterre, je me souviens à l'époque, était qu'un grand nombre d'événements nomades avaient lieu sur ce qu'on appelle les terres communes. Ces terres avaient été en fait données au peuple plusieurs siècles auparavant pour qu'ils s'y rassemblent, pour organiser des festivals, danser, faire des trucs comme ça. Or, il s'est avéré, quand nous avons commencé à faire des fêtes, que la plupart de ces terres communes avaient été vendues à des propriétaires privés. Et donc, nous avons compris que ces endroits, qui étaient censés être à la disposition du peuple pour qu'ils se retrouvent, ne lui appartenaient plus. Ils avaient été tout simplement liquidés. Donc nous avons compris que même si nous nous rassemblions sur ces terres, la police pourrait venir nous arrêter. Ça nous paraissait très contradictoire à l'époque. Il va y avoir deux facteurs qui vont jouer. D'abord, les journaux, les tabloïds de Grande-Bretagne vont pousser des cris de vierge folle en disant attention, attention, on consomme de l'ecstasy dans les rêves, c'est dangereux. Comme si c'était comme si c'était la première fois qu'on consommait de la drogue dans un mouvement musical. Ils oubliaient un petit peu les années rock, hein, mais bon, passons. L'autre facteur qui est véritablement important, ça va être les notables qui commencent à s'inquiéter de voir leurs enfants aller si souvent dans les rêves et délirer et s'extasier au son de cette musique électronique. Ce sont eux véritablement qui vont alerter les autorités et demander à la police d'intervenir. Thatcher, qui avait déjà pas mal réprimé les punks, va émettre alors différentes lois. En 89, on essaye de suspendre les rêves par un corpus de différentes mesures. Et puis c'est surtout à partir des années 90 et de 1994 qu'on va cibler l'interdiction sur le milieu techno, ce qui va contraindre pas mal de rêveurs à fuir la Grande-Bretagne. Jeremy Taylor, the DJ stand immediately. Je pense qu'à l'époque, il était devenu évident pour les rêveurs qui voulaient d'authentiques rêves de commencer à le faire librement. Et c'est pourquoi les tribus, les Spiral Tribe, Bedlam, Circus Swoop et beaucoup d'autres ont commencé à apparaître. Mais avant les spirales, il me semble qu'il y avait déjà d'autres formes de sound system en Angleterre qui avaient commencé ce mouvement. Le mouvement des travelers est un phénomène très ancien en Grande-Bretagne qui remonte presque au début du Moyen-Âge. À l'époque, lorsque les gens étaient persécutés ou étaient soumis aux plus grandes famines, ils n'hésitaient pas à traverser l'Angleterre d'un bout à l'autre du pays et même parfois à franchir les océans pour trouver refuge ailleurs. D'ailleurs, le mouvement des hippies des années 70 s'inspire directement de cette tradition. En 1990, lorsque les rêveurs sont persécutés par le gouvernement Thatcher, les plus radicaux qui ne veulent pas rejoindre les clubs vont décider de former de véritables tribus nomades et de partir sur les routes pour aller porter la bonne parole techno. À l'époque, les gens qui voulaient commencer à faire cela gratuitement ont récupéré cette ancienne tradition qui consistait en Angleterre à sortir dans les champs pour faire la fête. Une des premières de la tribu Spiral, réellement en lien avec le mouvement Traveller, a eu lieu à Stonehenge. Ils ont pris la route avec leur sound system et en 1991, nous avons vécu un été vraiment formidable, allant de festival en festival. À cette époque, le mot d'ordre était « ne jamais éteindre le son ». Pendant à peu près 2 ans, nous n'avons pas cessé de faire des tournées. Notre mouvement est devenu de plus en plus populaire. Cela nous a conduits au festival de Castlemartin. Ça a été la plus grande fête illégale de l'histoire de l'Angleterre, j'en suis sûr. Et ce n'était pas le cas uniquement pour les Spiral Tribe. Beaucoup d'autres sound systems les ont rejoints. Après cet événement, la presse a pris conscience de ce qui s'était passé réellement. Et le gouvernement a tout de suite réagi. 40 000 personnes se sont réunies sur le même lieu. À ce moment-là, les autorités ont commencé à chercher un moyen de contrôler le phénomène. Ils ont arrêté 13 personnes
Et si je me souviens bien, la plupart faisaient partie du sound system Spiral Tribe. C'est donc à cette époque que le reste du groupe a quitté l'Angleterre pour rejoindre le continent, car il était désormais devenu impossible de continuer à travailler comme avant. Après le départ des Travelers, la scène techno ne disparaît pas. On peut même dire qu'elle explose littéralement lorsque les grands organisateurs de festivals rock récupèrent le phénomène, organisent d'immenses messes commerciales et payantes qui rassemblent des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. À l'époque même, on parle de l'âge d'or de la musique techno. Fin 1988, la musique techno franchit la Manche. L'Espagne, l'Allemagne, la France, l'Europe entière se laisse tour à tour gagner par le phénomène. Les clubs gays sont les premiers à propager ce nouveau son. En 1989, l'histoire du monde s'accélère au rythme de la technomusique. Prague, Tiananmen, Varsovie, les événements s'enchaînent, se déchaînent, se précipitent. Le colosse soviétique vacille. Un vent de liberté balaie l'Europe, tandis que la peur du sida terrifie le monde entier. Une minorité de la jeunesse voit en la musique techno un échappatoire et dans la rave une nouvelle forme de communauté. Entrer en transe devient pour elle le moyen de dépasser les frontières et de faire tomber les murs comme celui de Berlin. C'est la fin d'un empire, c'est la fin d'une idéologie, c'est la fin de la guerre froide. On a l'impression que le mur ouvert, tout est possible. Et à partir de ce moment-là, on va peut-être chercher aussi dans le courant musical quelque chose qui rende compte de ce tout est possible. C'est la chute de toutes les dictatures d'Europe de l'Est. C'est cette espèce d'immense bouffée d'oxygène et de liberté qui se répand partout. Et la musique, c'est la musique de ce moment-là. Moi, je me souviens des images de la chute du mur de Berlin, où on voit des gens lever les bras au ciel comme des ravers le jour de la chute du mur, enfin dans cette période-là. Les débuts de la techno en Europe sont plus laborieux qu'en Grande-Bretagne. En France, la scène techno se limite à quelques soirées dans les discothèques parisiennes. Il faut bien comprendre la différence entre l'Angleterre et tout ce qui s'est passé autre part. L'Angleterre, il y a une bombe qui est arrivée et ça, 3 mois, ça a rasé tout le monde. En France, on a mis 2 ans, 3 ans. En Allemagne, ils ont mis 2 ans, 3 ans. Ça n'a rien à voir. C'est du travail à long terme, ça. À Paris, il y avait 3 boîtes qui faisaient un peu le même genre. T'avais le Boy, le Rex et le Palace, avec les soirées pyramides. Mais bon, le Palace, c'était pas le Palace qui organisait, c'était une organisation anglaise qui venait une fois par mois organiser une soirée au Palace. Au Rex, pareil, c'était les soirées jungle. À l'époque, c'était The Pure Organisation of London qui venait organiser, quoi. Voilà, mais c'était pas des Français et c'était surtout des Anglais qui habitaient à Paris ou des Anglais qui venaient de Londres, pour voir comment ça se passait à Paris, qui venaient faire la fête. Donc quelque part, à cette époque-là, tu rentrais dans le club, il y avait presque plus d'Anglais que de Français. Il devait y avoir 2000 personnes maximum ou 3000 personnes dans Paris et toute la région qui allaient dans ces endroits-là. Et il n'y avait pas encore de rave. Là, c'était les tout débuts. Il y a quelque chose qui s'est fait, on est passé à une vitesse supérieure, on a découvert autre chose. Donc les gens qui ont découvert ça, je pense, l'ont ramené petit à petit chacun chez soi. Par exemple Manu Casana qui l'avait découvert ou qui avait flashé dessus, en tout cas en Angleterre, a ramené ce type de fête et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai emmené pour la première fois des amis en Angleterre pour vivre ce que c'était ce genre de fête, quoi. Ça, c'était en 88.
Et donc avec ses premiers amis que j'ai emmenés en Angleterre, au retour de cette fête, on s'est dit, bon, il y en a marre, il faut faire des fêtes en France, quoi. Il faut que nos amis français puissent vivre ce que nous, on vient de vivre en Angleterre. Eh bien, voilà où a eu lieu vraiment la première grande rêve française, le fort de Champigny. Hélas, les temps changent. Fort de Champigny, il y a eu un espèce de petit, on va dire, de petit Summer of Love français à ce moment-là, où les gens ont connu un véritable changement de paradigme en écoutant une nouvelle musique, en dansant jusqu'à l'aube, en étant dans un état d'esprit complètement différent. En France, de toute façon, c'était comme c'était un groupuscule à la base d'amis. C'était les amis des amis, et donc c'était du bouche à oreille. Il n'y avait pas besoin de flyers, il n'y avait pas besoin de tracts, d'affiches ou de quoi que ce soit, de sponsoring ou de partenariat radio. C'est de toute façon, nous, notre seul but, c'était de faire la fête. On ne cherchait pas à être 10 000 ou être 1000 ou être 500, si on voulait faire la fête. Et à l'époque, effectivement, tout le monde venait pour faire quelque chose. Les soirées étaient prévues. Enfin, dans la semaine, ça se préparait, ça cherchait un look, etc. Donc ça, c'était très important d'avoir des gens qui s'investissaient comme ça. On les voyait arriver le samedi soir. Et on sentait qu'ils avaient préparé leur fête depuis des jours ou des semaines, quoi. C'était absolument génial. C'était presque comme la Commedia dell'arte, quoi, mais dans un autre style, avec des chapeaux avec des miroirs, avec des trucs un peu orientaux, un peu asiatiques. Voilà, quoi, une mode avec beaucoup de couleurs. En le mettant, ça se gonfle. Donc, tu vois, ça fait comme un espèce de coussin sur la tête. Les performances aussi, c'était assez important d'avoir des gens qui faisaient des performances, qui jouaient avec des effets de lumière, avec tout un tas de choses, en fait. Ça pouvait être effectivement des gens qui avaient une formation de cirque et qui exploitaient ça autrement au travers des fêtes. Ça pouvait être des vidéos, des projections diverses, des machines, et il y avait une originalité. Il était rare de voir deux fêtes qui faisaient exactement la même chose. C'était génial. Il y avait un mélange de population qui était vachement intéressant quand même. On avait des petits beurres, on avait des petites beurrettes, on avait des petits bourges, on avait des prolos, on avait des vieux babas, on avait des gens curieux qui venaient voir la musique, qui venaient écouter la musique que leur fils ou leur fille adorait. Donc c'est une machine à mélanger en fait, une machine à mélanger dans un hédonisme qui n'a pas tellement envie ni tellement besoin, peut-être, de se prendre la tête, telle qu'elle est pratiquée en tout cas dans nos styles de fête en France. Une espèce d'adéquation magique qui fait que la rêve, c'est pas seulement une fête, c'est pas seulement une soirée, c'est la fête, presque au sens métaphysique du terme. Les raveurs et les raveuses, finalement, s'investissaient tellement dans la musique, dans le plaisir physique de la danse, vraiment c'est un lieu où la libido baissait beaucoup. Si la drague marchait pas, c'était pas important vu que on s'éclatait avec la folie du moment. C'était ça qui comptait. D'un coup, on est bien ensemble. Quelque part, on est au-delà des mots parce qu'on n'a pas besoin de parler, parce qu'on a un ressenti
On a un ressenti quelque part qui est hormonal, on a un ressenti physiologique, organique du corps de l'autre et des autres. Et ça dépasse complètement le niveau du langage. En fait, c'est une espèce de cours thérapeutique. les soirées rêves et tout, je crois que ça a été une espèce de bain thérapeutique pour plein de gens. Ça leur a permis à beaucoup de gens de laisser parler de laisser parler leurs émotions intérieures et surtout de casser un peu ces choses qu'on a apprises depuis longtemps, où en gros mouche-toi et dis bonjour à la dame, quoi, un peu, tu vois. Il n'y avait pas tout ce côté idolâtre, on va dire. On n'allait pas pour voir un groupe. Dans les premières soirées, tu allais dans les soirées, tu ne savais même pas quel était le DJ. Tu savais juste que tu allais entendre de l'acid house music, c'est tout. Et donc tu y allais pour la musique, tu y allais pour la fête. Si je me souviens bien par exemple de certaines fêtes à Mosinor, le DJ, donc là je parle des années 90, 91, à Mosinor à certains moments le DJ on le voyait pas, mais c'était pas très très important. Il n'y avait pas de danseurs, il n'y avait pas de go-boy, il n'y avait pas toute cette mise en scène nocturne, c'était vraiment tous ensemble. Et moi l'image que je garde vraiment très très forte, c'est cette affluence des gens face au totem des enceintes. Le seul culte possible, en fait, c'est celui du son. C'est celui face à l'enceinte et ce rapport nouveau, libératoire que donne le son au corps, aussi bien d'une personne que d'un groupe de personnes. Et si la danse est si importante, c'est parce que le corps est traversé par le son. Et que l'on ressent le son de l'intérieur et il n'est plus juste un prétexte à la danse ou un prétexte à l'écoute. À dire vrai, si on a supprimé très vite les paroles, que ce soit dans la house ou dans la techno, c'est parce que c'était le son qui importait et que ce son devait complètement nous irradier. Et hop, tout le monde se retrouvait dans ces fêtes avec cette musique qui quelque part reprenait un peu de toutes les musiques. C'est ça aussi qui était bien dans l'acid house, le fait d'utiliser des machines pour faire ce genre de musique, et donc des samples, des échantillonneurs et autres, ça permettait justement d'aller prendre un petit peu de toutes les musiques, de toutes les influences, africaines, rock'n'roll, reggae, disco et tout ce qu'on voudra. Et donc quelque part chacun pouvait y retrouver son plaisir. Au début, il y avait une gratuité de la fête comme ça. On venait s'y perdre pour mieux se retrouver et retrouver d'autres personnes. Et ce qu'il y a de très très beau dans cette histoire, c'est le nombre de gens qui sont arrivés seuls dans des fêtes et qui en sont repartis en établissant un groupe d'amis nouveaux. Les rêves ont permis un décloisonnement. Les rêves ont fait tomber plein de murs entre les gens, entre les jeunes. Moi, je sais bien que si j'avais pas vu ça, je serais complètement autrement. Ça m'a vraiment permis de m'exprimer sur plein de choses, en fait, quoi. Et parce que ça véhicule les valeurs traditionnelles, quoi, que tout le monde finalement a en soi, de liberté, de penser, de tout, d'imaginer, de créer, de confiance en soi, mais bien sûr, mais évidemment, mais pourquoi non, quoi. Et on était vraiment des doux rêveurs, quoi, d'imaginer qu'un jour il y aurait la paix sur Terre, qu'on pourrait faire la fête, l'amour, et que tout se passerait bien, quoi. C'était le bal qui allait faire le passage avec le siècle suivant. C'était le bal de la fin du XXe, mais du début du XXIe siècle. Ce qui était amusant, c'était de venir dans des lieux totalement problématiques, hein. Une péniche,
un collège abandonné, une vieille usine, une champignonnière. Le lieu est important et le fait d'aller danser sous le pont de l'Arche de la Défense, d'aller danser dans un tunnel de la RATP, d'aller danser je sais pas où, dans des lieux vraiment insolites, c'était super excitant. On investit d'autres mondes. Et quels sont ces mondes qui sont investis? Ce sont les usines, et c'était tout un symbole, parce que cette musique répétitive, ce boom-boom que tout le monde dénonçait, reprenait quelque part le boom-boom aussi des chaînes de travail sur lesquelles des générations de parents, en quelque sorte, auparavant avaient travaillé. Il y avait quelque chose comme ça qui était de reprendre possession d'un espace, et tout d'un coup le réenchanter. Cette espèce d'élan, ça a duré quand même pendant 4 ou 5 ans où c'était merveilleux et on était un petit peu tous comme des nains comme des lutins en train de danser sur des rythmes endiablés. Comme le rock a été en quelque sorte le fait d'une génération, celle de l'après-guerre, comme le jazz avait été aussi le fait d'une génération, eh bien la house et la techno va rencontrer une génération qui va s'y reconnaître, et de cette alliance et du va-et-vient entre les uns et les autres va créer véritablement un mouvement. Je pense que c'était une nécessité de la société européenne dans un premier temps, quoi, justement de changer certaines règles. Donc on a abattu le mur, donc on a abattu des murs nous-mêmes, puisque donc justement des punks se retrouvaient avec des gens qui aimaient de la disco, des skins se retrouvaient avec des blacks, et c'est ça qui était bien, quoi. Break down the walls. Une partie du sentiment européen pour une génération, elle a été créée effectivement par la techno, par cette attitude de fête qui est, moi j'aime bien le terme de début de rave, hein, c'est un anglicisme qui correspond tout à fait au français, parce qu'il y a une espèce d'homonymie avec le terme rave qui est assez intéressante. Mais ça a établi des liens dans toute l'Europe, parce que les amis qu'on a pu se faire à l'époque, par exemple, ce sont des Suisses, ce sont des Espagnols, ce sont des Anglais, ce sont des Allemands. Donc, en même temps, il y avait une consommation européenne de la fête. On partait à Berlin, on partait à Munich, on allait en Espagne, on allait en Angleterre. On allait facilement prendre sa voiture avec des potes à 4-5 et on faisait 300 km, 500 km pour aller dans un événement. Quand tu allais à la Love Parade, tu avais des gens d'Allemagne, de France, de Belgique. Dans des très grands événements, tu avais des gens qui venaient de partout. Donc c'était aussi une façon de rencontrer des gens, une façon de voyager qui s'est beaucoup développée tout au long des années 90. À la fois, on faisait la fête de la même façon, et en même temps, il y avait des styles musicaux appropriés à chaque ville. Ça s'est développé année après année, donc au fur et à mesure que s'allumaient les centres, quoi. Et Francfort s'est allumé, et puis Munich, et puis Berlin, et après on a eu Vienne. Après, on a eu des styles différents qui naissaient aussi bien à Lisbonne qu'à Barcelone. Il y a eu le rôle extrêmement important de la Belgique, enfin du Benelux. Il y avait des plateformes comme ça de son à ce moment-là. C'est assez intéressant de voir, par exemple, qu'à Francfort, une des grandes boîtes de nuit, le Dorian Gray, se situe à l'intérieur de l'énorme complexe des aéroports de Francfort. Donc, le lien entre technologie, réseau, musique et fête, il a été là dès le début. Il n'y aura peut-être pas eu de
de mouvement rêve s'il n'y avait pas eu le téléphone portable, puisque les gens se donnaient les informations en se téléphonant les uns les autres, ou même pour trouver l'endroit même de la rêve. Il y avait cette dimension là. Donc il y avait une dimension utilisation des données technologiques, et puis après véritablement du jeu de piste sur place, parce que les informations c'était parfois très laconique, et pour trouver l'arbre qui correspondait au croisement qu'il fallait prendre, c'était pas du tout évident. Au feu à droite, forêt dominiale de Marly, 600 mètres plus loin, avant le pont à gauche, entrer dans la forêt et faire 1 kilomètre. Suivez toujours les flèches avec le logo, elles sont par terre et sur les panneaux. C'est ça, le jeu de piste. Il fallait se rendre quelque part à telle heure, et puis ensuite on se suivait. Souvent on arrivait dans des endroits complètement incroyables, genre forêt avec marécage, où tu sors de la voiture, tu sais même plus où t'es, et puis au loin tu vois une lumière rose, un laser qui fait dans le ciel, machin, et tu te dis c'est rencontre du troisième type, quoi. Ça marchait aussi un peu à l'infoline, c'est-à-dire au numéro de téléphone pour avoir l'adresse. C'était un peu ça le réseau. Les flyers commençaient aussi, bien sûr. Cette espèce de papier qu'on distribuait à tout le monde avec les informations qui est plus ou moins artistique selon les fêtes. Mais les 3/4 du temps, ouais, ça marchait à l'infoline ou au petit communiqué sur la radio, des choses comme ça. De la rêve, il y a aussi une démarche presque d'initiation. Il faut déjà connaître un petit peu le milieu techno, il faut avoir déjà des relais pour pouvoir savoir où ça se passe, et ainsi de suite. Donc il y a presque les rêveurs cooptent des rêveurs. La musique est extrêmement joyeuse jusqu'à... elle change de caractère, elle change de couleur, elle change de BPM aussi, elle va beaucoup plus vite, elle devient beaucoup plus nerveuse et beaucoup plus s'angoisser quelque part au moment de la première guerre du Golfe. Ça c'est vraiment une espèce de coup de tonnerre dans un ciel bleu où on est quelque part rappelé à de dures réalités. Je me rappelle très bien du soir où la guerre du Golfe a commencé, je jouais à la Luna. Et en l'espace d'une demi-heure, quand ils ont annoncé la guerre, je pense qu'il devait être minuit, 1h du matin, le club s'est vidé. D'un seul coup, le ciel tombait sur la tête de tout le monde, on avait peur de la guerre mondiale, et du coup, la fête était encore plus vive. Rêve apparaît aussi en opposition à deux mouvements qui vont chercher systématiquement à le débiner et à trouver toutes les excuses possibles et imaginables, tous les prétextes pour nier ce mouvement, qui était le rock et qui était le rap. C'est la tchatch et la prise de parole qui est le plus importante dans le rap. Et le rap, finalement, il ramène la personne humaine, ou le poète de la rue, par exemple, il ramène le poète sur le devant de la scène. Alors qu'évidemment, la house et la techno étant des musiques sans paroles, si ce n'est des paroles volées au gré des échantillons choisis, il y a une différence absolument notable entre les deux. L'histoire de la techno, en fait, c'est qu'il n'y avait pas de message. Donc, contrairement à tous les autres genres musicaux précédents, que ce soit le rap, le rock, le punk, il y avait un message. Là, c'est no message, pas de message. La presse musicale rock, musique moderne, etc., qui elle a eu, elle a refusé, elle a rejeté complètement cette musique-là. Écouter ou s'amuser sur cette musique-là, déjà pour eux, c'était être assez pédé. Il y a une espèce d'homophobie latente comme ça du monde rock par rapport à cet hédonisme,
Ils n'ont pas compris ce qui se passait en termes de représentation par rapport aux musiciens. C'est-à-dire qu'eux étaient encore dans un système qui finalement est un système du 19e siècle, qui est le système de la salle, la scène. Les parents qui étaient des rockers comprenaient rien à cette musique, où il n'y avait plus de salle, il n'y avait plus de scène, il n'y avait plus d'auteurs, il n'y avait plus de chanteurs, il n'y avait plus de compositeurs. Ils avaient l'impression de devenir des has-beens. Ils l'ont sans doute pas supporté à ce moment-là. Ils comprenaient pas la techno. Parce que la techno était mal expliquée aussi. C'est une musique pour danser, c'est tout. C'est pas une musique pour a priori, c'est pas une musique pour écouter chez toi en te disant j'adore les paroles ou c'est une musique que pour danser. C'est une musique qui n'a pas besoin en fait de message social puisqu'elle l'incarne quand elle est en cours. C'est une utopie incarnée qui marche. Elle marche 4 heures, 5 heures, 10 heures, 12 heures selon la durée de la fête, mais elle marche. Donc ça serait redondant qu'elle rajoute un message là-dessus. Elle le prouve par elle-même qu'elle peut réussir à faire quelque chose parce qu'elle met de la cohésion entre les gens. En 1992, le phénomène techno commence à être soutenu par les médias. La première grande rave officielle se tient sous la Grande Arche de la Défense, tout un symbole. Alors même que la répression policière s'engage, la techno se prépare à conquérir le monde entier. Au milieu des années 90, bien que contestée par une partie de l'opinion publique et des médias, la musique techno connaît une vague d'expansion sans précédent. De Sarajevo au Japon, de Lisbonne à Saint-Pétersbourg, de Rio à Goa, une multitude de scènes s'ouvrent de par le monde. Transformer la planète en fête de village planétaire est une des réponses possibles face aux interrogations suscitées par la mondialisation en marche. En France, la première rave techno au Festival des Transmusicales de Rennes est en 1992, un premier pas vers la reconnaissance culturelle. La première rave au trans à Rennes c'était tout un symbole parce que c'était en fait l'establishment français, culturel français, qui acceptait et qui reconnaissait ce mouvement musical, ce mouvement artistique en lui-même. Le rock ne voulait pas de la techno. Pour eux, c'était pas de la musique. C'était une musique technologique, un truc un peu comme la disco. Et le rock et la disco, ça n'a jamais fait bon ménage. Un truc pour danser, et en plus avec pas des vrais musiciens. Donc, c'est-à-dire qu'on avait tous les éclairages des concerts rock qu'il y avait pendant le festival. On avait 65 kilos de son, ce qui est énorme, qui était le son rock en façade de la scène. Et nous, on a ramené nos 40 kilos de son de techno, plus nos scans, plus nos lasers, et on a fait un espèce de truc comme un 14 juillet. Et en fait, il y avait donc 2500 rockers, 2500 raveurs qui se sont rencontrés à cette occasion. Et on a eu de la chance parce que la mayonnaise a pris assez rapidement, c'est-à-dire que les rockers ont commencé à rentrer dans l'histoire, tout le monde s'est mélangé et ça a fait une fête monstrueuse, d'où en est ressorti que Rennes est devenu un fief de la techno en 6 mois. De 90 à 94, ça a été pour moi l'âge d'or en France en tout cas, quoi. C'est là où les choses bougeaient, où on pouvait faire pas mal de soirées sans être trop emmerdé, on va dire. C'était l'époque où encore la police pouvait débarquer dans les soirées et à la rigueur, ils restaient dans la soirée à regarder comment ça se passait, ne comprenant pas ce qui s'y passait et autres, mais sans interdire, sans contrôler, sans réprimer. On commençait dans le pays qui est un peu à l'origine des rêves, qui est l'Angleterre. Dès la fin des années 80, les Anglais sortent des clubs qui ferment à 2h du matin et vont autour des autoroutes de Londres pour créer les rêves. Ces rêves sont vite réprimés. Thatcher fait arrêter les organisateurs de rêves. En 94, le gouvernement de Major prend une loi qui s'appelle le Criminal Justice Act, qui interdit les manifestations autour des beats répétitifs.
L'autorité anglaise n'est pas allée par quatre chemins. Elle a interdit purement et simplement les rassemblements rêves. Hein. Donc, je vous dis, c'est encore une fois, c'est aussi cela qui a conduit un certain nombre d'organisateurs et de tribus à venir migrer vers la France comme vers d'autres pays, hein, pour exprimer, je dirais à ciel ouvert, leur passion de la techno. La police française se basait énormément sur ce qu'elle entendait venant d'Angleterre. Les journaux populaires anglais, bien crapoteux, qui ont trouvé la personne qui avait fait un arrêt cardiaque pour avoir pris de l'ecstasy, etc., etc. Et les médias français qui étaient totalement à la ramasse à l'époque, mais totalement à la ramasse, ils ont à la fois importé et traduit sans beaucoup réfléchir et sans beaucoup vérifier les informations, cette espèce de paranoïa qui débarquait d'Angleterre concernant cette musique. Et après, pour des questions sans aucun doute de génération de journalistes à l'intérieur des publications, il y a eu de la haine, il y a eu de l'incompréhension, il y a eu des articles absolument ridicules, de mauvaises informations qui ont été publiées par l'Humanité. Je pense que tous les journaux s'y sont mis à un moment ou à un autre à écrire vraiment des bêtises. Comme ça a été très médiatisé d'un coup, ils vont aller voir le moindre incident, la moindre rêve illégale qui réunit 200 personnes. Elle est tout de suite dans le journal local, puis à la radio, puis ça prend une dimension énorme. Souvent, il y avait énormément de gens qui parlaient de la musique techno sans avoir jamais écouté un morceau ou sans jamais avoir participé à une rave. Et il suffisait de les emmener dans une rave pour qu'ils se rendent compte que tout ce qui était les fantasmes qu'on avait développés dans la presse ne correspondait pas du tout à la réalité. Il était clair qu'à un moment donné, quoi qu'il se passe, c'était plus possible au niveau des autorités de laisser faire ce genre de choses parce que tout d'un coup il y a une mobilisation de gens énorme qui se fait et que personne ne sait pourquoi. Tout le monde a été un peu surpris de voir l'ampleur que ça prenait de plus en plus. Les patrons de discothèques aussi vont mener un travail de sape et de presque systématique contre les technos. Les discothèques voyaient leur clientèle partir ailleurs, quoi. On a eu plusieurs gérants de discothèques et autres qui balançaient à la police carrément pour que la police interdise la soirée. La techno va être très très attaquée aussi à cause de la drogue. On a tout de suite dit que c'était une non-musique, de manière à pas du tout justement rentrer dans le schéma culturel ou musical. Et après on a dit que c'est une musique de drogués. Les médias, la presse a toujours accentué sur la drogue, le fantastique, le côté. Je dirais beaucoup de médias sont passés à côté de ce qu'il y avait dans ces soirées réellement. À partir de ce moment-là, il restait strictement rien et c'est la base sur laquelle les attaques ont été portées et qui vont justifier après l'appel à la force publique. La rave est un phénomène relativement courant. Il s'amplifie et pose de sérieux problèmes judiciaires et administratifs. Il est de notre responsabilité à tous les élus de lutter contre ces véritables guet-apens pour la jeunesse où il est plus souvent question de drogue party que de musique techno-rêve. Donc il y a eu quelques petites annulations, il y a eu quelques petits problèmes jusqu'à ce que il y a la grosse annulation de Oz qui a vraiment qui a vraiment laissé des traces parce que ça a été la première fois où quelque part l'État démontrait qu'il annulait une soirée alors qu'il n'avait pas de raison valable d'annuler la soirée. Et donc, au départ, les rêves ont eu une connotation extrêmement défavorable. Hein, et c'est vrai que la première démarche de l'administration, notamment du ministère de l'Intérieur, a été d'essayer de réduire le phénomène et de l'interdire tout simplement, hein, parce que, encore une fois, on avait à la fois des remontées de la population qui étaient lésées par l'implantation des rêves et puis des élus. Le caractère délibéré de ces manifestations misérables, intolérables, en ce qu'elles reflètent un mal-vivre et un incivisme généré par notre société, nous conduit à réfléchir sur ce grave problème.
Et tout d'un coup, il y a des gens comme ça qui arrivent à 10 000 et qui envahissent un champ, qui envahissent un espace en friche, à côté d'habitations, etc. Il y a de toute façon une peur du propriétaire par rapport à ce qui est en train de se passer. Charles Pasqua qui prend les premières instructions en 95, qui fait une circulaire qui s'intitule les soirées les rêves des situations au risque. Cette circulaire est diffusée aux maires, aux pompiers, etc. Mais c'est des instructions un peu plus sournoises, c'est-à-dire c'est pas très officiel, il n'y a pas de loi qui est prise, mais par contre il y a tout un manuel pour essayer d'interdire les soirées techno. La première démarche, je vous dis encore une fois, n'avait pas été tellement de réglementer réellement, ça avait été d'essayer de s'opposer au développement des rêves. Et encore une fois, c'était pas pour des raisons culturelles, bien évidemment, c'était pour des raisons d'ordre public. Et aussi que, visiblement, l'État se sent menacé par l'amplification du mouvement techno à un moment. Les rave parties, monsieur le ministre, c'est 3 000 à 4 000 jeunes, investissant par surprise une paisible petite bourgade, occupant illégalement tel local ou telle clairière de la forêt. Ce sont les 100 000 watts déchaînés du samedi soir au dimanche midi, au rythme de 160 à 250 battements par minute, d'une musique de défonce, techno, trance, hardcore ou acide. Cannabis et ecstasy sont vendus sur place à volonté. Un service d'ordre musclé filtre les entrées et éloigne les indésirables. Atteinte à l'ordre public, commerce illicite, trafic et usage de produits prohibés, ces bacchanales d'un genre nouveau sont très lucratives pour leurs organisateurs clandestins. C'est la première fois où on voit dans différents pays, aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Israël, des lois prises à l'encontre d'un mouvement musical. À partir de 95, il y a eu vraiment le creux de la vague. Il y a eu beaucoup d'interdictions, donc de moins en moins d'organisateurs qui essayaient d'organiser. Mais ça générait quand même beaucoup d'argent. Donc les seules personnes qui ont pu récupérer ça, c'est les gens qui avaient le label rock. Donc avec le label rock, c'était pas des rêves, on s'en fout. On fait un festival de rock, mais on fait une petite tente de 4-5 000 personnes quand même, tu vois, on se fait quand même pas trop chier. On va faire un petit peu de caillasse avec quand même 5 000 personnes en plus, mais on va faire ça aussi. Avec des soirées officielles, mais elles étaient de moins en moins nombreuses parce que qui dit officiel dit demande d'autorisation et qui dit demande d'autorisation dit démarche auprès de la police, auprès de la préfecture et donc possibilité d'interdiction aléatoire. L'association Technopole se crée en 1996 suite à l'annulation d'une soirée qui devait se tenir à Lyon à la Altony Garnier, qui s'appelle Polaris. Tout le monde se dit maintenant il faut faire quelque chose parce qu'on a essayé de faire les choses dans les règles et ça marche pas. Donc essayons d'établir un dialogue avec les pouvoirs publics et voyons ce qui est possible. En même temps que le ministère de la Culture ouvre un dialogue, le maire d'Avignon prend un arrêté anti-rêve, comme il y avait eu des arrêtés anti-mendicité, comme il y avait eu des couvre-feux pour les mineurs. Avec l'association, on décide de faire un recours contre cet arrêté, qui est annulé 6 mois plus tard par le tribunal administratif, ce qui va créer un autre rapport de force aussi avec les pouvoirs publics. Après une attitude, je dirais, encore une fois plutôt prohibitionniste, qu'on avait un petit peu formalisée dans une sorte d'opuscule, c'était pas une circulaire, mais d'opuscule à tous les services, aux préfets, etc., en soulignant les textes répressifs à appliquer à ce type de manifestation. On a évolué vers une volonté, si vous voulez, de dialogue et de gestion du phénomène en concertation avec les organisateurs. Les organisateurs ont vite appris
les démarches qu'il fallait faire. C'est-à-dire, on pouvait plus envoyer des brigades anticriminalité comme ça le week-end, tranquillement, sans que personne s'en aperçoive, pour essayer de taper sur les rêveurs, quoi. Même après cette circulaire, il y a quand même eu des gros rassemblements qui se sont faits. C'était pas toujours bien, mais il y a toujours eu des fêtes de 3-4 000 personnes avant et après cette circulaire. Il y a eu des beaux événements qui ont été mis en miettes, mais il y a quand même eu des choses après. D'abord, le mouvement qui était quelque chose qui était au début assez parisien va véritablement se démultiplier partout en France. Tout d'abord parce que justement le nomadisme qui était un peu le propre de la rêve va permettre d'égrener aussi un petit peu partout des scènes techno qui vont prendre de plus en plus d'importance et avoir de plus en plus d'écho. On songe en particulier à la scène du Sud, vers Montpellier, en Bretagne. Des rêveurs vont véritablement se constituer en collectif. Ce phénomène aussi se retrouve un peu partout en Europe. L'Allemagne connaît exactement le même processus. Tout d'un coup, toutes les usines, un peu comme ça, ont pu être prises d'assaut. Ils ont fait des clubs à droite, à gauche. Donc c'était assez impressionnant. Tout ça, ça se passait Berlin-Est les 3/4 du temps. La Love Parade, c'est un peu le moyen de réunir Berlin-Est et Berlin-Ouest. C'est-à-dire que c'est une culture qui est enfin partagée par une jeunesse qui avait un peu perdu ses repères. La Love Parade a une vraie signification au départ, c'est-à-dire que c'est un événement politique, de rue, etc. Et puis elle va considérablement grossir, c'est-à-dire qu'elle va rassembler à un moment 1 200 000 personnes, ce qui est un événement très important, qui est des manifestations comme il n'y en a jamais eu en Allemagne, qui sont des manifestations à la fois qui ont un message politique, mais qui restent assez naïfs, de paix dans le monde, de tolérance, etc. Mais tout d'un coup, son message va être un peu en décalage, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un message politique, Dr Motteux qui fait son discours sur la place à la fin de la Love Parade avec tous les camions qui retransmettent son discours, donc il y a ces 2-3 minutes un peu politiques, et en même temps, c'est la grande foire des marques, finalement il y a un côté un peu carnaval insignifiant de la Love Parade. Il y a eu aussi Mayday, l'énorme fête qui se passe tous les ans en Allemagne, qui rassemble, je ne sais pas, celle-là c'était 15 000 personnes, mais bon, c'est toujours des chiffres à tomber par terre. Où là c'est le rendez-vous officiel de l'année, en tout cas pour les Allemands et un peu aussi pour les Européens. Et donc là c'est à grande échelle, quoi. Alors, tout est à grande échelle, la déco, les visuels, la musique, c'est presque même caricatural parfois. Très vite, la petite mouvance se transforme en mouvement et le mouvement raz-de-marée. En fait, la techno apparaît surtout dans les territoires en crise où la jeunesse éprouve le besoin de se libérer et d'évacuer ses peurs, par exemple en rentrant en transe. En Russie, elle apparaît au moment de la chute de l'idéologie communiste. Il faut savoir aussi que ce sont les technos souvent qui les premiers rentrent dans ces territoires en crise pour pouvoir apporter la bonne parole, comme par exemple à Sarajevo. La musique électronique, c'était une autre façon de penser les choses. C'est-à-dire que c'était un mouvement
tolérant, ouvert, tout le monde pouvait y aller, c'était une autre façon de se rencontrer, de communiquer. C'était, on est des enfants du monde, on n'est plus nationaux, on n'est plus prisonniers du judéo-christianisme, on n'est plus... on peut tous se donner la main. On dépasse les genres et souvent ses propres limites. Avec le début d'Internet, la communauté techno commence à tisser sa toile sur l'ensemble de la planète. Le son fuse à la vitesse de la lumière, sans plus d'espace ni de temps. C'est un phénomène qui rebondit sur la planète au gré, sans aucun doute au gré de l'ouverture de nouveaux lieux, de nouvelles boîtes de nuit, d'un terreau quelque part économique et culturel à un endroit bien précis, à un moment bien précis qui fait que la fête naît à ce moment-là. Chaque scène musicale développe et génère son propre son. Et puis finalement le mot techno n'arrive plus à désigner une seule type de musique, mais un ensemble de courants et de variantes. Par exemple, l'Angleterre va développer la jungle, l'Allemagne va développer la trance ou les Pays-Bas le gabber. Chaque DJ aussi se spécialise dans ce genre de musique. Et moralité, comme les DJ circulent un peu partout en Europe et dans le reste de la planète, eh bien ils vont implanter ici ou là des scènes avec un son très particulier et différent les uns des autres. En France, c'était une fête plus techno, une fête plus jungle, une fête plus house, et c'était très rarement mélangé. Et petit à petit, c'est le DJ qui a pris le dessus, C'est le DJ qui s'est fait le plus remarquer, parce qu'en même temps, c'est celui qui véhiculait l'élément essentiel qui était le son, et les gens tout d'un coup ont pris le DJ comme repère. Les DJ ont été mis sur un piédestal assez rapidement. Ils étaient quand même souvent sur scène, devant, éclairés. C'est eux quand même qui attiraient, dès le départ, c'est eux qui attiraient les gens quand même, c'est eux qui attirent les foules. Et c'est vrai que tu as des DJ qui fascinent parce qu'ils ont un truc sur scène, même s'ils font comme les autres, c'est-à-dire qu'ils jouent des disques. T'en as qui sont fascinants, puis t'en as d'autres qui sont chiants comme la pluie. Les principaux défauts du DJ, ou des DJ entre eux, c'est comme certaines pratiques de l'intégrisme musical, on va dire. Au lieu de faire ouverture comme c'était au départ, ils faisaient fermeture sur un style, sur une spécialité, et finalement il n'y avait plus que cette spécialité qui était la plus petite ramification d'un genre qui pouvait être la trance, la techno ou la house, mais c'était un tout petit coin, et en plus avec beaucoup de sectarisme. Il y a ceux qui ne jurent que par Détroit, ceux qui ne jurent que par New York, ceux qui ne jurent que par le clubbing. Le temps des premiers rêves correspond à une génération bien précise. Les années passant, eh bien, cette génération va peu à peu s'essouffler, d'autant que la musique, elle, ne cesse de voir son rythme s'accélérer. Et puis il faut dire que tout le monde aussi en a un peu assez de la répression policière et des interdictions. Moralité, eh bien, une grande partie des rêveurs va quitter la scène rêve pour regagner les discothèques et les clubs parisiens où ils vont être accueillis à bras ouverts. C'est à partir de 95-96 où d'un seul coup on est reparti de la rave et on est revenu vers les clubs. Ça s'est retransformé en club et on est rentré dans le commerce de la techno. Parallèlement à cela, eh bien, une autre scène va se développer, la scène des free parties, beaucoup plus jeune,
beaucoup plus radicale et beaucoup plus alternative. Je pense que les free parties, c'est de toute façon une radicalisation de la rave. Je pense qu'ils sont radicalisés. Pour moi, c'est ni plus ni moins des rêves. Ils n'ont rien de nouveau. Maintenant, c'est une rêve gratuite, mais les rêves étaient une espèce de radicalisation par rapport au clubbing, à tout ça, à ce côté un peu fashion. Nous, on n'en a rien à foutre. On va dans des champs, on peut danser les pieds dans la merde, on s'en branle. Les free parties, c'est la même chose. Donc c'est la réponse aux rêves, mais c'est ni plus ni moins des rêves. Free party, ça voulait pas dire à l'époque soirée gratuite. Ça voulait dire un esprit de la fête libre. Free avait deux sens, c'était soit gratuit, soit ça voulait dire liberté. Et certains organisateurs ont préféré garder la notion de gratuit plutôt que de liberté, quoi. C'est-à-dire que le Teknival est plutôt devenu un grand rassemblement gratuit qu'un grand rassemblement libertaire. À partir de 1996, l'expansion et la reconnaissance du phénomène techno sont absolues. La scène techno se divise néanmoins en deux grandes tendances. D'un côté, le mouvement des free parties, radical et alternatif. De l'autre, une grande partie du milieu techno rentre peu à peu dans les clubs. Une nouvelle génération de compositeurs apparaît, à l'instar des Daft Punk, qui vont bientôt donner à la techno française une renommée mondiale. D'abord déconsidérée, contestée, critiquée et réprimée, la techno va peu à peu s'imposer comme l'un des principaux mouvements musicaux des années 90. Elle surfe désormais sur les ondes radiophoniques et part à la conquête des espaces médiatiques et des rues de Berlin, Zurich ou bien Paris. En marge des très radicales free parties, nouveau nom pour désigner les raves, le milieu techno cherche à se faire reconnaître auprès de l'opinion publique. La Techno Parade, organisée en 1998 à Paris, remporte un formidable succès. De leur côté, les grandes maisons de disques, les majors, s'intéressent de plus en plus à la techno. Elles sont à l'origine du phénomène de la French Touch et de la hype française, nouvelle vague de la musique électronique qui, pour la première fois depuis des décennies, élève la scène française au premier rang mondial. La French Touch correspond à une nouvelle génération de musiciens ou de groupes comme les Daft Punk, Étienne de Crécy, Cassius ou Dimitri from Paris. Ceux-ci vont associer le son de la musique électronique à un répertoire de musique plus instrumentale, puisé souvent dans le rock, dans la world music, dans le jazz ou même dans la musique classique. Il ne s'agit pas simplement d'un remix. Il s'agit véritablement d'une fusion qui va créer une espèce d'atmosphère, de couleurs et de sonorités particulières qui va éclater aux oreilles de la planète. D'un seul coup, on s'est servi vraiment très fort des filtres, des sampleurs. Alors je sais que c'est un peu technique, mais de la musique qui passe comme dans une pièce sourde et qui se transforme. Et en fait, c'est nous qui sommes à la base de ça. D'abord, c'était des DJ américains comme DJ Sneak qui était le premier à faire ce genre de choses. Puis d'un seul coup, les Français l'ont fait et l'ont fait à leur façon. Là, on a appelé ça la musique filtrée. Et comme on a une culture disco, on a fait de la disco house filtrée. Ça a été assimilé à un pseudo-son, mais le son existait déjà dans d'autres endroits. C'était de toute façon inspiré de la musique américaine. On s'est toujours inspiré en techno, en tout cas au départ, par la musique américaine. Après, les choses ont évolué. Mais c'était inspiré de la house noire américaine. Mais de manière très fine et en essayant de raconter peut-être plus une histoire, de faire un juste milieu entre le track de club et la chanson. Un espèce de truc où on fusionne un petit peu tout.
French Touch va connaître un succès fulgurant et considérable. À titre d'exemple, les Daft Punk vont vendre plus de 2 millions d'exemplaires de leur premier album en l'espace de quelques semaines et se hisser même au sommet des charts anglais et américains. Depuis Edith Piaf, c'est même du jamais vu. Les DJ aussi franchissent l'Atlantique et se retrouvent en vedette américaine, s'il vous plaît, dans les clubs new-yorkais. Et pendant quelques années, eh bien, la French Touch va devenir la référence mondiale absolue. Il y a eu pas mal de productions au même moment françaises, c'est-à-dire que les journalistes, tu sais, c'est l'Angleterre qui fait tout. En tout cas, jusqu'à cette époque-là, c'était l'Angleterre qui faisait tout. Et forcément, quand un journaliste anglais reçoit un disque sur 200 par mois français, il est noyé dans la masse. Après, quand il va recevoir 6 ou 7 disques dans un mois, tu vois, tu as 7 disques comme ça sur une pile, ça prend déjà un petit peu de place. Et tu vois Virgin, patati patata, tu dis, ah, tiens, c'est intéressant. Avec des bios comme ça, et avec de l'argent derrière, et puis un gros système marketing, forcément, les Anglais se sont dit, ah putain, il se passe un truc. Et la presse s'est dit, il se passe un truc en France, il faut qu'on aille voir. Ils sont venus tout de suite pour rencontrer 2-3 personnes en France. Ils se sont dit, il y a un mouvement qui explose en France, alors que le mouvement n'était pas du tout solidaire. Parce que les gens de l'explosion de la French Touch, ils ne faisaient pas partie du mouvement, ils sortaient jamais en rêve. La musique électronique commençait à devenir reconnue en tant que telle. C'était plus simplement le boom-boom machine mécanique. Là, tu as l'apparition de tous les DJ étrangers, français, producteurs, labels, des boutiques de disques fleurissent un peu partout en France. Ça, c'est 97-98. À la fin des années 90, la techno se retrouve à peu près partout, que ce soit dans les musiques de films, les jeux vidéo, les publicités ou les défilés de mode. On la retrouve aussi comme musique d'ambiance dans les bars branchés parisiens ou même dans les musiques d'ascenseur des grands palaces. D'ailleurs, ceux-ci en profitent pour faire des compilations de leurs remixes et les vendre comme des petits pains. En même temps, il y a beaucoup de designers qui ont travaillé en parallèle avec de la musique électronique. C'est vrai qu'il y a une génération de créateurs différentes avant et après ces mouvements-là où je veux prendre un exemple, par exemple, je pense que si la rave ou si les free parties, ou l'esthétique en tout cas des free parties n'avait pas existé, personne n'aurait eu l'idée de cette esthétique un peu chantier, comme ça, un petit peu work in progress, on est dans l'improvisation, on est plutôt dans une attention extrêmement précise au temps qui passe, on n'a pas de grands projets futurs, vous voyez, c'est cette esthétique comme ça, do it yourself. Elle doit beaucoup à cette musique. Après le succès de la première rave au Palais de Tokyo pendant la fête de la musique de 1993, s'impose l'idée d'organiser un festival techno à Paris, calqué sur la Love Parade. Grâce au soutien de quelques hommes politiques de droite et de gauche et des grands médias, 5 ans plus tard, la première techno-parade fait défiler ses chars dans les rues de la capitale. 200 000 personnes les suivent dans un esprit bon enfant. La techno-parade s'inscrit directement en relation avec les Gay Pride. Depuis des années, les homosexuels, au cours de leurs manifestations annuelles, avaient balancé le son techno dans les rues de Paris ou de Berlin. Toutefois, les organisateurs de la technoparade et le milieu techno en général ont toujours cherché à se démarquer de cette référence, sans doute trop connotée à leurs yeux. L'idée, c'est de médiatiser tout ça, de montrer que la culture existe, que c'est quelque chose qui réunit des jeunes, qui n'est pas si terrible que ça, d'essayer de montrer ce qui se passe en plein jour, dans la rue. La technoparade en
1998, c'était pour les politiques une manière d'essayer de récupérer le succès colossal que la Love Parade avait eu à Berlin depuis quelques années. Plus d'1 million de personnes dans les rues de Berlin. Quel homme politique qui cherchait à se faire le chantre et le porte-parole de ce mouvement-là n'aurait pas rêvé d'une pareille manifestation dans les rues de la capitale. Certains disent les gens qui participent à la techno ne sont pas des rebelles, ne sont pas des insurgés, ne contestent pas la société. Mais en même temps, le message qui est dit à travers les regards, à travers les comportements, à travers la manière d'être, c'est un message, pour moi, important. C'est un message qui préfère la tolérance à l'intolérance, qui préfère la paix à la violence, qui préfère la communion à l'exclusion. Il y avait une revendication, il y avait une manifestation, il y avait quelque chose de gagné. Mais cette technoparade, elle peut exister que en se développant avec des sponsors, en ayant des subventions publiques, mais qui mettent l'association dans quelque chose de pas très sain vis-à-vis des pouvoirs publics avec qui elle discute. Donc, au lieu de se concentrer sur la défense de la culture, essayer de rassembler tout le monde, l'association est plutôt vue comme organisatrice d'un événement qui fédère peu de personnes aujourd'hui sur la scène techno, puisque les gros DJ, enfin les DJ importants de la culture électronique française, ils sont plus présents, que la scène free party est plus présente. Donc aujourd'hui, on se retrouve plus avec une technoparade qui va chercher des chars dans les écoles de commerce ou dans les écoles d'art ou dans les choses qui sont plus la technoparade de la scène électronique. Moi, ce qui me gêne avec la technoparade aujourd'hui, c'est que la naissance de notre musique vient d'un mélange musical. On est d'accord, c'est acquis ça. Et que la technoparade ne s'adresse qu'à la techno. Je trouve ça super triste. C'est-à-dire que nous, on vient d'une culture multimusicale et que par contre, les seuls festivals qu'on fait aujourd'hui ne sont pas multi ou plurimusicales. C'est pas normal ça. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est un peu un événement récurrent, ça fait un peu l'événement de lancement des marques de la rentrée, plutôt qu'un événement qui avait une vraie signification. En marge de la Bon Chic Bon Genre Technoparade se développe une scène musicale beaucoup plus alternative. Le mouvement des free parties, symbolisé par les Technivals, festival regroupant en plein champ plusieurs sound systems, est un phénomène ancien qui n'a cessé de se développer dans toute l'Europe. Ce mouvement avait été initié en France par les travelers anglais de la tribu des Spiral Tribes au début des années 90. À cette époque, il n'y avait pas de répression en France. Donc, quand nous sommes arrivés, la France était pour nous comme une merveilleuse terre promise, où les esprits étaient incroyablement ouverts. On pouvait s'éclater dans les clubs qui restaient ouverts toute la nuit. On pouvait poser notre son n'importe où et faire des fêtes sans problème. Et puis après, les griefs qu'on avait subis en Angleterre, c'était grandiose de pouvoir se rendre à des rêves si librement. En plus, les Français étaient très ouverts à ce que l'on faisait à cette époque. Quand nous sommes venus en France, nous avions un gros convoi de camions et de sound systems et on se baladait d'un endroit à un autre, voyageant tout le temps pour faire des fêtes partout où nous allions. Et après avoir fait un tour quasi complet du pays, la dernière chose que nous avons faite avant de rejoindre la Hollande puis Berlin a été d'organiser un grand festival pendant l'été. Ce fut le premier de ce que tout le monde connaît aujourd'hui en France sous le nom de Technival. Spiral Tribe, c'est un mythe, quoi. C'est eux qui sont allés au départ de ce mouvement free party, c'est-à-dire se déplacer en camion avec du son, avec un groupe électrogène, des super autonomes, quoi. C'est eux les pionniers, quoi, de la free party, ouais, techno. Crâne rasé, DJ, musique, camion, une nouvelle forme de vie et tout. Moi, je venais d'ailleurs. Franchement, pour moi, c'était magique, quoi. En 1990, au moment des premiers rêves, le monde était ouvert.
Après la chute du mur de Berlin, tout était possible. En fait, les belles espérances n'ont pas véritablement duré. Et en 1996-97, eh bien, la jeunesse s'aperçoit que l'ensemble de la planète a été reprise en main par des idéologies, le libéralisme à tout crin ou même l'ordre moral. On revient en quelque sorte à un système très classique d'opposition du pour et du contre. Et rapporté au mouvement techno, on peut dire que les free parties développent cette nouvelle tendance. Moi, je suis allé en free party parce qu'il y avait une dimension subversive. Parce que pour moi, la liberté qu'il y avait là-bas, c'était hautement subversif, quoi. Par rapport à tout ce qui était établi, des beaux clubs, des salles de concert avec la sécu, tu rentres, à 5h t'es dehors. La free party, c'était tout le contraire. La free party, ça finissait jamais. La free party, il n'y avait pas de mec qui te foutait dehors parce qu'ils s'étaient rempli les poches avec l'argent que tu avais dépensé. La free party, c'était libre. Et la liberté, au niveau individuel, il n'y a rien de mieux de toute façon. Et la liberté au niveau collectif, c'est tellement rare que ça justifie presque toutes les errances et toutes les erreurs de la free party. La scène free était très ouverte, les soirées durent longtemps, les DJ ont accès aux platines, on va pas voir des stars, on vient se rassembler, écouter de la musique. Donc il y a beaucoup de gens qui ont commencé par la free et qui ont pu s'exprimer de cette façon-là. La scène free party a créé toute une série a généré toute une série de labels indépendants qui sont essentiellement qui font du vinyle. Il y a certains artistes qui vendent beaucoup de vinyles, c'est 4 ou 5 000 vinyles à chaque sortie. C'est des réseaux qui sont de disquaires indépendants, sont un peu les seuls disquaires indépendants qui existent encore en France en parallèle, enfin les seuls, en tout cas les rares disquaires indépendants qui existent en parallèle des gros réseaux comme la Fnac ou Virgin, etc. Aujourd'hui, tu peux te demander si des mouvements comme les mouvements anti-pub, comme les mouvements, quelquefois certaines manifestations altermondialistes, etc., sont pas aussi inspirés de ce qu'était la techno, c'est-à-dire par la création des zones autonomes temporaires, le fait d'investir un lieu qui n'était pas forcément un lieu adapté pour ça, et de le détourner le temps d'une nuit. C'est un peu ce que font les anti-pubs dans le métro. Le mouvement des free parties et celui des altermondialistes se développent à peu près à la même époque. De là à dire qu'il existe une convergence entre la scène de la musique alternative et les altermondialistes, il y a un pas difficile à faire. En fait, si passerelles il y a, elles se font plutôt à partir du public, les jeunes étant sensibles aux belles idées, aux grands débats que chacun développe de son côté. Mais dans la réalité, les deux scènes restent particulièrement autonomes. À preuve, le Technival qui a eu lieu sur le plateau du Larzac en 2003, d'un côté, on a trouvé José Pové et ses amis, de l'autre, les free-parteux et les tuffers, et aucun ne s'est véritablement mélangé. Mouvement mondial, la techno et en particulier les free parties restent cependant en proie aux différentes législations nationales, plus ou moins répressives selon le contexte et les pays. La techno est montée en puissance progressivement en France. On n'avait pas des soirées techno tous les jours. Donc, si vous voulez, l'inquiétude est montée parallèlement au développement du nombre des soirées techno et du nombre de participants et du choix des lieux qui étaient des lieux à risque. Molitor, c'est la dernière grosse rêve qui est organisée avant la loi sur la sécurité quotidienne. C'est peut-être une qui a inspiré la loi parce qu'on se retrouvait au centre. Là, c'était la première fois peut-être que le pouvoir s'est dit voilà, il se passe quelque chose en plein Paris, dans le 16e, 8000 personnes, on s'en est pas aperçu.
La répression policière à l'égard des raves puis des free parties est autant le fait des gouvernements de gauche que de droite. Après la circulaire dite Pasqua de 1995 qui met en état d'alerte les autorités, et celle de Chevènement de 1998 qui entend responsabiliser les organisateurs de rave, la loi sur la sécurité quotidienne dite Mariani durcit les moyens d'action contre les free parties illégales. Pour l'instant, on aussi dépend beaucoup du ministère de l'Intérieur pour des raisons de sécurité. On est un mouvement, une culture, un mouvement artistique à part entière. Donc à ce titre-là, on demande à être entendu par le ministère de la Culture. En 2001, suite aux attentats du 11 septembre, etc., et quand il y a un tournant sécuritaire dans toutes les démocraties occidentales, etc., à ce moment-là, les raves sont pris dans ce mouvement sécuritaire et font partie de la loi sur la sécurité quotidienne. Là, pour ceux qui ne déclaraient pas, on indiquait qu'on pouvait pratiquer, d'abord infliger une contravention de 5e classe aux organisateurs, mais également déboucher sur une confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction, puisqu'il y avait infraction s'il n'y avait pas de déclaration. La scène free est particulièrement visée, il y a des saisies de sound system, il y a toute une répression qui est mise en place. Ce qui a eu pour effet d'ailleurs de dissuader une bonne partie des organisateurs de free party qui ne voulaient pas s'inscrire dans un processus responsabilisant. Dans les faits, alors qu'il y avait 300, 400 free parties en 2001, on se retrouve finalement en 2003 avec une trentaine de free parties autorisées. Une répression qui va considérablement à la fois diviser la scène techno et puis permettre au nouveau ministre de l'Intérieur, à Nicolas Sarkozy, de s'engouffrer dans la brèche en essayant de montrer que ce que la gauche n'avait pas pu faire, il peut le faire. Mais la politique à ce moment-là a été de dire devant les grands médias, regardez, on autorise des événements parce qu'ils amènent les caméras les jours du Technival, dans le Larzac, etc. Et puis, en fait, dans la réalité des choses, les événements ont de moins en moins lieu. Dans les free parties, on se frappe la tête littéralement au mur du son. Et il y a dans ce mouvement quelque chose qui rappelle un petit peu le mur de la société qui se dresse devant les teufeurs. Une petite partie d'entre eux a tendance même à chercher la marginalité, un petit peu comme les anciens punks. L'image qu'on peut en avoir de l'extérieur, c'est-à-dire le punk à chien, le mec en kaki qui marche la tête baissée et qui râle tout le temps, et ça a une part de vérité. Et ça la faute, elle appartient aux mecs qui n'ont pas pu passer de message et peut-être à cette musique sans parole qui nous a pas aidés. Cet espace qu'on avait rêvé, ou du moins j'ai l'impression que les gens qui s'étaient investis au début, qui avaient mis leur énergie, avaient rêvé tolérant, libre, ils n'ont pas réussi à faire passer assez de messages pour que ça le reste. Et aujourd'hui, on est dans un mouvement classique et même peut-être plus intolérant que les autres. C'est devenu un peu une mode, c'est-à-dire que le Technival aussi est devenu une mode. Le dernier Sarkoval, c'était les gens attendaient sur TF1 le lieu du festival. Bien, il y a pas photo. Tout le monde venait, tout le monde savait où était l'endroit, tout le monde. Donc c'est devenu quelque chose qui avait plus tellement de sens, qui en tout cas avait plus le sens qu'il avait. La mort de la free party, c'est à partir du moment où la free devient dogmatique, apparemment, à partir du moment où il y a un code vestimentaire, à partir du moment où il y a un code musical, à partir du moment où il y a toutes ces choses-là, la free party elle est morte, parce qu'à la base la free party, justement, c'est l'éclectisme, c'est des gens de tout milieu, tous les genres de musique, et ça a marché. Je sais même pas si ça a marché. C'était l'idée. Je sais pas si on a vu le début, mais en tout cas, la fin, c'est sûr qu'on l'a vu, et c'est sûr que en France, c'est cramé. Ce soir, grand concert gratuit à partir de 21h à Beer Picking, école 700. Venez nombreux. Pour faire connaître leur musique, les organisateurs de free party n'hésitent pas à emmener leur caravane musicale jusqu'au bout de la planète. Il y a dans cette démarche quelque chose qui rappelle un petit peu les battleurs du Moyen-Âge, les troupes itinérantes de comédiens, et aussi quelque chose de messianique dans l'esprit des premiers puritains. L'esprit d'ouverture en plus peut-être. On est parti pour une trace de 15 000 km à travers un peu les pays d'Afrique noire, occidentale, Afrique de l'Ouest, à travers le Maroc, la Mauritanie, Sénégal, Mali, pour finir de nouveau en Mauritanie.
et toujours avec ce même objectif qui est d'exporter un petit peu, pas comment dire, ce mode de vie, parce qu'en Afrique tu peux pas exporter ce type de vie, mais par contre cette musique. Les générations passent et les free parties rebondissent ailleurs. Aujourd'hui, ce sont Vienne, Prague, l'Europe de l'Est, la Russie, le Japon et même l'Afrique qui accueillent les fêtes techno. Parallèlement, la musique électronique s'impose dans tous les plus grands festivals. À l'origine, musique des marges et d'une certaine forme de rébellion, aujourd'hui reconnue mondialement, la techno s'adapte, évolue et se métamorphose de génération en génération. À l'époque où j'ai fait mes débuts dans la free party et dans la scène rêve, on pouvait faire ce que l'on voulait. Et c'était magique, car nous étions dans un environnement magique. Aujourd'hui, les choses ont bien changé et c'est à nous de recréer cette magie. Les gens ont évolué et les gens aujourd'hui ne s'attendent plus à écouter qu'un seul style musical. Je pense que les gens ont beaucoup changé pour ça. Et surtout les jeunes aujourd'hui. Et les jeunes, ça les gêne pas d'avoir un panel musical ouvert. La musique techno est une musique du cœur. Elle est fondée sur les états de cœur et elle renvoie quelque part aux états d'âme et aux états de cœur de chaque génération.